96. Ce phénomène ne diffère de ceux dont nous venons de parler que par l'intention bienveillante de l'esprit qui en est l'auteur, par la nature des objets presque toujours gracieux, et par la manière douce et souvent délicate dont ils sont apportés. Il consiste dans l'apport spontané d'objets qui n'existent pas dans l'endroit où l'on est. Ce sont le plus souvent des fleurs, quelquefois des fruits, des bonbons, des bijoux, etc. 97. Disons d'abord que ce phénomène est un de ceux qui se prêtent le plus à l'imitation, et que par conséquent, il faut se tenir en garde contre la supercherie. On sait jusque peut aller l'art de la prestidigitation en fait d'expériences de ce genre, mais, sans avoir affaire à un homme du métier, on pourrait être facilement dupe d'une manœuvre habile et intéressée. La meilleure de toutes les garanties est dans le caractère, l'honorabilité notoire, le désintéressement absolu de la personne qui obtient de semblables effets. En second lieu, dans l'examen attentif de toutes les circonstances dans lesquelles les faits se produisent, enfin dans la connaissance éclairée du spiritisme, qui seul peut faire découvrir ce qui serait suspect. 98. La théorie du phénomène des apports et des manifestations physiques en général se trouve résumée d'une manière remarquable dans la dissertation suivante par un esprit dont toutes les communications ont un cachet incontestable de profondeur et de logique. On en trouvera plusieurs dans la suite de cet ouvrage. Il s'est fait connaître sous le nom d'Éraste, disciple de saint Paul, et comme esprit protecteur du médium qui lui a servi d'interprète. Il faut nécessairement, pour obtenir des phénomènes de cet ordre, avoir avec soi des médiums que j'appellerais sensitifs, c'est-à-dire doués au plus haut degré des facultés médianimiques d'expansion et de pénétrabilité, parce que le système nerveux de ces médiums, facilement excitable, leur permet, au moyen de certaines vibrations, de projeter autour d'eux avec profusion leur fluide animalisé. Les natures impressionnables, les personnes dont les nerfs vibrent au moindre sentiment, à la plus petite sensation que l'influence morale ou physique, interne ou externe, sensibilise, sont des sujets très aptes à devenir d'excellents médiums pour les effets physiques de tangibilité et d'apport. En effet, leur système nerveux, presque entièrement dépourvu de l'enveloppe réfractaire qui isole ce système chez la plupart des autres incarnés, les rend propres au développement de ces divers phénomènes. Conséquence, avec un sujet de cette nature, et dont les autres facultés ne sont pas hostiles à la médianimisation, on obtiendra plus facilement les phénomènes de tangibilité, les coups frappés dans les murs et dans les meubles, les mouvements intelligents et même la suspension dans l'espace de la matière inerte la plus lourde. A fortiori, obtiendra-t-on ces résultats si au lieu d'un médium, on en a sous la main plusieurs également bien doués. Mais de la production de ces phénomènes à l'obtention de celui des apports, il y a tout un monde, car dans ce cas, non seulement le travail de l'esprit est plus complexe, plus difficile, mais bien plus. L'esprit ne peut opérer qu'au moyen d'un seul appareil médianémique, c'est-à-dire que plusieurs médiums ne peuvent pas concourir simultanément à la production du même phénomène. Il arrive même, au contraire, que la présence de certaines personnes antipathiques à l'esprit qui opère entrave radicalement son opération. À ces motifs, qui, comme vous le voyez, ne manquent pas d'importance, ajoutez que les apports nécessitent toujours une grande concentration et en même temps une plus grande diffusion de certains fluides et qu'ils ne peuvent être obtenus qu'avec des médiums les mieux doués, ceux, en un mot, dont l'appareil électromédianémique est le plus conditionné. En général, les faits d'apport sont et resteront excessivement rares. Je n'ai pas besoin de vous démontrer pourquoi ils sont et seront moins fréquents que les autres faits de tangibilité. De ce que je dis, vous le déduirez vous-même.
D'ailleurs, ces phénomènes sont d'une nature telle que non seulement tous les médiums n'y sont pas propres, mais que tous les esprits eux-mêmes ne peuvent pas les produire. En effet, il faut qu'entre l'esprit et le médium influencé, il existe une certaine affinité, une certaine analogie, en un mot, une certaine ressemblance qui permettent à la partie expansible du fluide périspritique. J'explique. On voit que lorsqu'il s'agit d'exprimer une idée nouvelle pour laquelle la langue manque de termes, les esprits savent parfaitement créer les néologismes. Ces mots, électromédianimiques, périspritiques, ne sont pas de nous. Ceux qui nous ont critiqués d'avoir créé les mots spirit, spiritisme, périsprit, qui n'avaient pas leur analogue, pourront aussi faire le même procès aux esprits. Je disais donc qu'il fallait une certaine ressemblance qui permette à la partie expansible du fluide périspritique de l'incarner, de se mêler, de s'unir, de se combiner avec celui de l'esprit qui veut faire un apport. Cette fusion doit être telle que la force résultante devienne, pour ainsi dire, une. De même qu'un courant électrique, en agissant sur le charbon, produit un foyer, une clarté unique. Pourquoi cette union ? Pourquoi cette fusion, direz-vous? C'est que pour la production de ces phénomènes, il faut que les propriétés essentielles de l'esprit moteur soient augmentées de quelques-unes de celles du médianimisé. C'est que le fluide vital, indispensable à la production de tous les phénomènes médianimiques, est l'apanage exclusif de l'incarné et que par conséquent, l'esprit opérateur est obligé de s'en imprégner. Ce n'est qu'alors qu'il peut, au moyen de certaines propriétés de votre milieu ambiant, inconnues pour vous, isoler, rendre invisibles et faire mouvoir certains objets matériels et désincarner eux-mêmes. Il ne m'est pas permis pour le moment de vous dévoiler ces lois particulières qui régissent les gaz et les fluides qui vous environnent, mais avant que des années soient écoulées, avant qu'une existence d'homme soit accomplie, l'explication de ces lois et de ces phénomènes vous sera révélée, et vous verrez surgir et se produire une nouvelle variété de médiums qui tomberont dans un état cataleptique particulier dès qu'ils seront médianimisés. Vous voyez de combien de difficultés la production des apports se trouve entourée. Vous pouvez en conclure très logiquement que les phénomènes de cette nature sont excessivement rares, comme je l'ai dit, et avec d'autant plus de raison que les esprits s'y prêtent fort peu, parce que cela motive de leur part un travail quasi matériel, ce qui est un ennui et une fatigue pour eux. D'autre part, il arrive encore ceci, c'est que très souvent, malgré leur énergie et leur volonté, l'état du médium lui-même leur oppose une barrière infranchissable. Il est donc évident, et votre raisonnement le sanctionne, je n'en doute pas, que les faits tangibles de coups, de mouvements et de suspension sont des phénomènes simples qui s'opèrent par la concentration et la dilatation de certains fluides, et qu'ils peuvent être provoqués et obtenus par la volonté et le travail des médiums qui y sont aptes, quand ceux-ci sont secondés par des esprits amis et bienveillants. Tandis que les faits d'apport sont multiples, complexes, exigent un concours de circonstances spéciales, ne peuvent s'opérer que par un seul esprit et un seul médium, et nécessitent, en dehors des besoins de la tangibilité, une combinaison toute particulière pour isoler et rendre invisible l'objet ou les objets qui font le sujet de l'apport. Vous tous, spirites, vous comprenez mes explications, et vous vous rendez parfaitement compte de cette concentration de fluides spéciaux pour la locomotion et la tactilité de la matière inerte. Vous y croyez comme vous croyez aux phénomènes de l'électricité et du magnétisme, avec lesquels les faits médiaminiques sont pleins d'analogies et en sont, pour ainsi dire, la consécration et le développement. Quant aux incrédules et aux savants, pire que les incrédules, je n'ai que faire de les convaincre, et ne m'occupe pas d'eux, ils seront un jour convaincus par la force de l'évidence. Car il faudra bien qu'ils s'inclinent devant le témoignage unanime des faits spirites,
comme ils ont été forcés de le faire devant tant d'autres faits qu'ils avaient d'abord repoussés. Pour me résumer, si les faits de tangibilité sont fréquents, les faits d'apport sont très rares, parce que les conditions en sont très difficiles. Par conséquent, nul médium ne peut dire « à telle heure, à tel moment, j'obtiendrai un apport », car souvent l'esprit lui-même se trouve empêché dans son œuvre. Je dois ajouter que ces phénomènes sont doublement difficiles en public, car on y rencontre presque toujours des éléments énergiquement réfractaires qui paralysent les efforts de l'esprit et, à plus forte raison, l'action du médium. Tenez, au contraire pour certains, que ces phénomènes se produisent presque toujours en particulier, spontanément, le plus souvent à l'insu des médiums et sans préméditation, et enfin fort rarement quand ceux-ci en sont prévenus. D'où vous devez conclure qu'il y a motif légitime de suspicion toutes les fois qu'un médium se flatte de les obtenir à volonté, autrement dit, de commander aux esprits comme à des serviteurs, ce qui est tout simplement absurde. Tenez encore pour règle générale que les phénomènes spirites ne sont point faits pour être donnés en spectacle et pour amuser les curieux. Si quelques esprits se prêtent à ces sortes de choses, ce ne peut être que pour des phénomènes simples, et non pour ceux qui, tels que les apports et autres semblables, exigent des conditions exceptionnelles. Rappelez-vous, spirites, que s'il est absurde de repousser systématiquement tous les phénomènes d'outre-tombe, il n'est pas sage non plus de les accepter tous aveuglément. Quand un phénomène de tangibilité, d'apparition, de visibilité ou d'apport se manifeste spontanément et d'une manière instantanée, acceptez-le. Mais, je ne saurais trop vous le répéter, n'acceptez rien aveuglément. Que chaque fait subisse un examen minutieux, approfondi et sévère. Car, croyez-le, le spiritisme, si riche en phénomènes sublimes et grandioses, n'a rien à gagner à ces petites manifestations que d'habiles prestidigitateurs peuvent imiter. Je sais bien ce que vous allez me dire, c'est que ces phénomènes sont utiles pour convaincre les incrédules. Mais sachez que, si vous n'aviez pas eu d'autres moyens de conviction, vous n'auriez pas aujourd'hui la 100e partie des spirites que vous avez. Parlez au cœur, c'est par là que vous ferez le plus de conversions sérieuses. Si vous croyez utile, pour certaines personnes, d'agir par les faits matériels, présentez-les au moins dans des circonstances telles qu'ils ne puissent donner lieu à aucune fausse interprétation, et surtout, ne sortez pas des conditions normales de ces faits, car les faits présentés dans des mauvaises conditions fournissent des arguments aux incrédules au lieu de les convaincre. Ce texte a été dicté par l'esprit d'Éraste. 99. Ce phénomène offre une particularité assez singulière, c'est que certains médiums ne l'obtiennent que dans l'état somnambulique. Et cela s'explique facilement. Il y a chez le somnambule un dégagement naturel, une sorte d'isolement de l'esprit et du périsprit qui doit faciliter la combinaison des fluides nécessaires. Tel est le cas des apports dont nous avons été témoins. Les questions suivantes ont été adressées à l'esprit qui les avait produits, mais ces réponses se ressentent parfois de son insuffisance. Nous les avons soumises à l'esprit Éraste, beaucoup plus éclairé au point de vue théorique, et qui les a complétées par des remarques très judicieuses. L'un est l'artisan, l'autre le savant, et la comparaison même de ces deux intelligences est une étude instructive, car elle prouve qu'il ne suffit pas d'être esprit pour tout comprendre. Question 1. Veuillez, je vous prie, nous dire pourquoi les apports que vous faites ne se produisent que dans le sommeil magnétique du médium. Réponse. Cela tient à la nature du médium. Les faits que je produis, quand le mien est endormi, je pourrais également les produire dans l'état de veille avec un autre médium. Question 2.
Pourquoi faites-vous attendre si longtemps l'apport des objets? Et pourquoi excitez-vous la convoitise du médium en irritant son désir d'obtenir l'objet promis? Réponse. Ce temps m'est nécessaire afin de préparer les fluides qui servent à l'apport. Quant à l'excitation, ce n'est souvent que pour amuser les personnes présentes et la somnambule. Remarque d'Éraste. L'esprit qui a répondu n'en sait pas davantage. Il ne se rend pas compte du motif de cette convoitise qu'il aiguillonne instinctivement sans en comprendre l'effet. Il croit amuser, tandis qu'en réalité, il provoque, sans s'en douter, une plus grande émission de fluide. C'est la conséquence de la difficulté que présente le phénomène, difficulté toujours plus grande quand il n'est pas spontané, surtout avec certains médiums. Question 3. La production du phénomène tient-elle à la nature spéciale du médium et pourrait-il se produire par d'autres médiums avec plus de facilité et de promptitude? Réponse. La production tient à la nature du médium et ne peut se produire qu'avec des natures correspondantes. Pour la promptitude, l'habitude que nous prenons, en correspondant souvent avec le même médium, nous est d'un grand secours. Question 4. L'influence des personnes présentes y est-elle pour quelque chose? Réponse. Quand il y a de l'incrédulité, de l'opposition, on peut beaucoup nous gêner. Nous aimons bien mieux faire nos preuves avec des croyants et des personnes versées dans le spiritisme. Mais je n'entends pas par là dire que la mauvaise volonté pourrait nous paralyser complètement. Question 5. Où avez-vous été prendre les fleurs et les bonbons que vous avez apportés? Réponse. Les fleurs, je les prends dans les jardins où elles me plaisent. Question 6. Et les bonbons? Le marchand a dû s'apercevoir qu'il lui manquait. Réponse. Je les prends où cela me plaît. Le marchand ne s'en est pas aperçu du tout, parce que j'en ai mis d'autres à la place. Question 7. Mais les bagues ont une valeur. Où les avez-vous prises? Est-ce que cela n'a pas fait de tort à celui à qui vous les avez empruntées? Réponse. Je les ai prises dans des endroits inconnus à tous, et de manière que personne ne puisse en éprouver aucun tort. Remarque d'Éraste. Je crois que le fait est expliqué d'une manière insuffisante en raison de la capacité de l'esprit qui a répondu. Si, il peut y avoir un tort réel de causer, mais l'esprit n'a pas voulu passer pour avoir détourné quoi que ce soit. Un objet ne peut être remplacé que par un objet identique, de même forme, de même valeur. Par conséquent, si un esprit avait la faculté de substituer un objet pareil à celui qu'il prend, il n'aurait pas de raison pour le prendre, et devrait donner celui qui sert de remplaçant. Question 8. Est-il possible d'apporter des fleurs d'une autre planète? Non, ce n'est pas possible à moi. Question posée à Éraste. D'autres esprits auraient-ils ce pouvoir? Réponse. Non, cela n'est pas possible en raison de la différence des milieux ambiants. Question 9. Pourriez-vous apporter des fleurs d'un autre hémisphère, des tropiques par exemple? Réponse. Du moment que c'est sur terre, je le puis. Question 10. Les objets que vous avez apportés, pourriez-vous les faire disparaître et les remporter? Réponse. Aussi bien que je les ai fait venir, je puis les remporter à ma volonté. Question 11. La production du phénomène des apports vous cause-t-elle une peine, un embarras quelconque? Réponse. Elle ne nous cause aucune peine quand nous en avons la permission. Elle pourrait nous en causer de très grandes si nous voulions produire des effets sans y être autorisés. Remarque d'Éraste. Il ne veut pas convenir de sa peine, quoiqu'elle soit réelle, puisqu'il est forcé de faire une opération pour ainsi dire matérielle. Question 12. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Réponse. Aucune autre que de mauvaises dispositions fluidiques qui peuvent nous être contraires. Question 13. Comment apportez-vous l'objet?
Le tenez-vous avec les mains? Réponse. Non, nous l'enveloppons en nous. Remarque d'Éraste. Il n'explique pas clairement son opération, car il n'enveloppe pas l'objet avec sa propre personnalité, mais comme son fluide personnel est dilatable, pénétrable et expansible, il combine une partie de ce fluide avec une partie du fluide animalisé du médium, et c'est dans cette combinaison qu'il cache et transporte l'objet sujet de l'apport. Il n'est donc pas juste de dire qu'il l'enveloppe en lui. Question 14. Apporteriez-vous avec la même facilité un objet d'un poids considérable, de 50 kilos par exemple? Réponse. Le poids n'est rien pour nous. Nous apportons des fleurs parce que cela peut être plus agréable qu'un poids volumineux. Remarque d'Éraste. C'est juste. Il peut apporter 100 et 200 kilos d'objets, car la pesanteur qui existe pour vous est annulée pour lui. Mais ici encore, il ne se rend pas compte de ce qu'il se passe. La masse de fluide combiné est proportionnée à la masse des objets. En un mot, la force doit être en raison de la résistance. D'où il suit que, si l'esprit n'apporte qu'une fleur ou un objet léger, c'est souvent parce qu'il ne trouve pas dans le médium ou en lui-même les éléments nécessaires pour un effort plus considérable. Question 15. Y a-t-il quelquefois des disparitions d'objets dont la cause est ignorée et qui seraient le fait des esprits? Réponse. Cela arrive très souvent, plus souvent que vous ne le pensez, et l'on pourrait y remédier en priant l'esprit de rapporter l'objet disparu. Remarque d'Éraste. C'est vrai, mais quelquefois, ce qui est enlevé est bien enlevé, car tels objets qu'on ne retrouve plus chez soi sont souvent emportés fort loin. Cependant, comme l'enlèvement des objets exige à peu près les mêmes conditions fluidiques que les apports, il ne peut avoir lieu qu'à l'aide de médiums doués de facultés spéciales. C'est pourquoi, lorsque quelque chose disparaît, il y a plus de probabilité que c'est le fait de votre étourderie que celui des esprits. Question 16. Y a-t-il des effets que l'on regarde comme des phénomènes naturels et qui sont dus à l'action de certains esprits? Réponse. Vos jours sont remplis de ces faits-là que vous ne comprenez pas, parce que vous n'y avez pas songé et qu'un peu de réflexion vous ferait voir clairement. Remarque d'Éraste. N'attribuez pas aux esprits ce qui est l'œuvre de l'humanité, mais croyez à leur influence occulte, constante, qui fait naître autour de vous 1000 circonstances, 1000 incidents nécessaires à l'accomplissement de vos actes, de votre existence. Question 17. Parmi les objets apportés, n'y en a-t-il pas qui peuvent être fabriqués par les esprits, c'est-à-dire produits spontanément par des modifications que les esprits peuvent faire subir au fluide ou à l'élément universel? Réponse. Pas par moi, car je n'en ai pas la permission. Un esprit élevé le peut seul. Question 18. Comment avez-vous introduit ces objets l'autre jour, puisque la chambre était close? Réponse. Je les ai fait entrer avec moi, enveloppés, pour ainsi dire, dans ma substance. Quant à vous en dire plus long, ce n'est pas explicable. Question 19. Comment avez-vous fait pour rendre visibles ces objets qui étaient invisibles un instant auparavant? Réponse. J'ai ôté la matière qui les enveloppait. Remarque d'Éraste. Ce n'est pas de la matière proprement dite qui les enveloppe, mais un fluide puisé mi-partie dans le périsprit du médium, mi-partie dans celui de l'esprit qui opère. Question 20. À Éraste. Un objet peut-il être apporté dans un endroit parfaitement clos? En un mot, l'esprit peut-il spiritualiser un objet matériel de manière qu'il puisse pénétrer la matière? Réponse. Cette question est complexe. Pour les objets apportés, l'esprit peut les rendre invisibles mais non pénétrables. Il ne peut rompre l'agrégation de la matière, ce qui serait la destruction de l'objet. Cet objet rendu invisible, il peut l'apporter quand il veut et ne le dégager qu'au moment convenable pour le faire apparaître. Il en est autrement pour ceux que nous composons. Comme nous n'introduisons
que les éléments de la matière, et que ces éléments sont essentiellement pénétrables, que nous pénétrons nous-mêmes et traversons les corps les plus condensés avec autant de facilité que les rayons solaires traversent les carreaux de vitre, nous pouvons parfaitement dire que nous avons introduit l'objet dans un endroit, quelque clos qu'il soit, mais c'est seulement dans ce cas. Note. Voir ci-après pour la théorie de la formation spontanée des objets, le chapitre intitulé « Laboratoire du monde invisible ».